Professeur Rafa Tabib, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien encore une fois. Je vous en prie, toujours un plaisir. Voilà. Donc, la première question, la Tunisie, qui a été le berceau du printemps arabe et qui a suscité énormément d'espoir, euh, se trouve actuellement dans une crise euh, politique, économique. Alors, ma première question, j'aimerais vous poser, quelle est l'analyse que vous faites de la situation politique, économique et sécuritaire en Tunisie, et pourquoi le pays peine-t-il à sortir de son blocage politique? Merci. Alors, d'abord, la Tunisie a connu une véritable révolution à partir du 17 décembre 2010, une véritable insurrection contre le pouvoir corrompu de Ben Ali et de sa clique. Et on s'attendait à ce que cette révolution puisse déboucher sur une situation où il y a un peu plus de justice pour les gens, mais aussi pour les régions de l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intervention de la part de forces occidentales, surtout des puissances qui ont toujours été dominantes dans le pays. Je parle essentiellement des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, etc. Ces pays nous ont imposé, à partir du 14 janvier 2011, un pouvoir dominé par les islamistes. Parce que les islamistes ont passé des accords avec toutes ces forces politiques et toutes ces puissances à l'extérieur pour prendre le pouvoir et assurer ce qu'ils appellent, eux, la transition démocratique. Malheureusement, la transition démocratique en Tunisie a été empreinte d'une très profonde corruption, d'une désorganisation totale de l'administration, de l'implantation du terrorisme, d'une forme comment dire, de corruption de toute la classe politique. À un certain moment, en Tunisie, on avait le pouvoir entre les mains des islamistes et on avait une opposition pseudo-démocratique et pseudo-laïque. Mais en fait, les deux partis étaient en accord pour désosser le pays et pour participer à cette corruption endémique qui a entaché les 10 années passées en Tunisie. À partir du 25 juillet 2021, on a eu une révolte dans le pays, très profonde prise en charge de la part de la population contre la décennie des frères musulmans, contre la décennie du terrorisme, contre la décennie de plans, contre la décennie de l'appauvrissement, de la paupérisation et surtout de la marginalisation de régions entières dans le pays. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Pendant les 10 dernières années écoulées dans le pays, il y a eu des mafias qui sont constituées, des mafias qui étaient très proches du pouvoir, qui tiraient profit de la situation. On a vu que le parti islamiste Ennahda disposait d'une véritable manne financière et d'un réseau de blanchissement d'argent incroyablement complexe et surtout incroyablement puissant. Et donc, ça va être très, très difficile de pouvoir démanteler toutes ces mafias. Donc, la transition qui est en train de se faire depuis le 25 juillet 2021 est une transition, certes, claire pour la plupart des gens, parce qu'on est en train de voir quand même les caciques du pouvoir de la décennie écoulée qui passent aujourd'hui devant les tribunaux, qui sont dans les prisons. On est en train de faire de donner un grand coup de balai dans le pays, mais en même temps, il y a des puissances économiques, financières dans le pays qui font de sorte que il y ait une résistance réelle face à ce changement. Vous n'avez rien, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau, par exemple, de la distribution des produits alimentaires, et vous allez vous rendre compte que ces gens qui sont de véritables mafias, qui tiennent ce qu'on appelle les marchés centraux en Tunisie ou les marchés de gros, ou qui tiennent ce qu'on appelle la distribution en gros, eh bien, ces mafias, maintenant, tiennent réellement le pays hein, de manière exclusive et font de sorte que le pays connaisse chaque jour pratiquement une pénurie dans un produit important. Donc, il y a de la part de ces mafias une véritable pression sur le pouvoir
Et d'un autre côté, le pouvoir, bon, qu'on le veuille ou pas, c'est un pouvoir assez spécial avec un président qui ne croit pas aux jeux partisans, qui ne veut pas avoir un parti politique pour le soutenir, qui voudrait faire cette bataille seul contre tous. Et dans une certaine mesure, c'est assez difficile de voir dans quelle mesure ce président, avec son gouvernement, avec la crise financière que traverse le pays, il serait capable de pouvoir donner le là dans le pays afin que les gens suivent. Et on l'a vu dernièrement, on l'a vu avec ce gros problème de communication qu'a le président, puisqu'on a participé de manière très massive au référendum autour de la nouvelle constitution le 25 juillet 2022. Il y a eu 3 millions de personnes dans la canicule de juillet qui sont partis vers les urnes pour dire oui à cette constitution. Et quelques mois après, il y a eu la tenue des élections législatives. Les gens n'ont pas participé. Il y a eu une participation de l'ordre de 11%, c'est-à-dire il y a eu Oui, un petit million de personnes qui se sont déplacées pour les urnes. Mais lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est une opposition de la part de la population au projet de Kais Saied? Non, ce n'est pas une opposition. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont choisi un régime présidentialiste, même pas présidentiel, présidentialiste. Et on leur demande dans la première consultation d'aller choisir un parlement. Or, le parlement en Tunisie, dans les représentations populaires, c'est la quintessence de ce qu'il y a de plus corrompu, de plus pourri dans le jeu politique. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une forme de, je dirais, de, de synergie qu'essaie de faire le président et son gouvernement entre, d'une part, les obligations internationales vis-à-vis de la communauté internationale, des pays du voisinage, et d'un côté, essayer de bâtir, selon l'architecture nouvelle de la Constitution du 25 juillet 2022, ce qui est possible de faire. Et c'est très, très difficile parce que le pays passe par une crise financière inédite. d'accord. Monsieur Tabib, je voudrais vous poser une toute petite question pour que nos auditeurs comprennent le passage de la Constitution 2014 à la nouvelle Constitution qui a été votée sous l'égide du président Kais Saïd. Issue de la Constitution de 2014, puis qui partageait le pouvoir au sommet entre trois têtes, celle du président du Parlement, celle du président du gouvernement, et puis celle du chef de l'État. Et le pays ne peut pas avancer sauf si les trois pôles sont d'accord. Alors, quel est le changement qui a été introduit par le président Kais Saïd dans la nouvelle constitution, que vous appelez présidentialiste? Et est-ce que vous pensez que ce sont des changements qui vont dans le bon sens ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, alors, la Constitution de 2014, qui a été adoptée après 3 ans de chaos total dans le pays. On a vu des chefs de parti qui ont été assassinés à bout portant dans la rue. On a vu les terroristes égorger nos soldats, etc. Pendant 3 ans, le pays a vécu dans une sorte de chaos sanguinaire. Et puis, on a eu cette constitution de 2014, dite la constitution du 27 janvier 2014. En fait, c'est une constitution qui n'a strictement rien à voir avec la réalité tunisienne. C'est un patchwork qui a été concocté par les experts des transitions démocratiques européens, des ambassadeurs et surtout des think tanks étrangers, américains et français, allemands surtout, hein, qui ont investi le Conseil constitutionnel en Tunisie et nous ont imposé cette copie très mauvaise d'ailleurs de la constitution irakienne. Et on est en train de voir ce qui se passe aujourd'hui en Irak avec leur constitution à 3 têtes. En fait, théoriquement, oui, il fallait que les trois sommets de l'État se mettent d'accord entre eux pour pouvoir avancer.
Ça paraît comme une très très bonne chose au niveau démocratique, mais c'est tout à fait faux. En fait, ce qui est advenu du pays, c'est que Ennahda, elle tient le Parlement, qui est en fait le centre du pouvoir, avec des partis soi-disant démocratiques, etc. Mais en fait, ce ne sont que des machines de guerre électorale. On l'a vu avec Ennida, puis après on l'a vu avec Khaled Tours. En fait, il y a une bataille électorale qui commence avec d'un côté les islamistes qui crient que l'islam est en danger, et d'autre côté nous avons des pseudo-démocrates qui disent que la laïcité est en danger. Hein, on fait cette grande pièce de théâtre pour les gens, et puis après, juste à la fin du processus électoral, tous les partis se mettent autour d'une table et commencent à se partager le pays. Et c'est quoi se partager le pays? Ben, c'est se partager les ressources de manière éhontée. Ça veut dire que là, on place un PDG, là, on place un ministre, là, on place un responsable, et ils sont tous des copains qui appartiennent à tous ces partis-là. Et ils ont appelé cette politique la politique de l'accord ou de la concorde. Et ça s'est répété à deux reprises, 2014 et puis après 2019. Mais juste une seconde, Monsieur Tabib. Donc, cette configuration, en fait, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train d'expliquer, a mené au blocage du pays, a fait de la Tunisie un pays ingérable, ingouvernable, du moment que tout est éclaté. euh, Comme vous le dites bien, on donne l'impression que c'est une avancée démocratique, mais en réalité, on bloque le pays surtout dans toutes les directions. Le pays ne s'est pas que bloqué, et les responsabilités étaient surtout diluées. On pouvait responsabiliser personne. En fait, le chef de l'exécutif, qui est le chef du gouvernement, c'est quelqu'un qui n'est pas élu. C'est une personnalité qui est ramenée par la concorde entre les partis politiques. Et c'est pour ça qu'on a eu d'illustres inconnus qui sont devenus les chefs du gouvernement en Tunisie. N'oubliez pas que quelqu'un comme Mechichi, par exemple, qui a été Premier ministre en Tunisie pendant la période du Covid, c'est un illustre inconnu, c'est un petit arcampion de l'administration qui a été ramené par un accord tacite entre les partis politiques et il nous a été imposé. Et c'est devenu la marionnette des partis. Et il n'est pas venu comme ça dans une situation, comment dire, normale. Il a été Premier ministre, enfin chef de gouvernement, pendant la crise de Covid. Et on a vu comment la Tunisie, en quelques semaines, a perdu à peu près 20 000 victimes du Covid parce que la Tunisie n'était pas du tout préparée, comme les autres pays, à faire face à cette pandémie. Et si l'armée n'avait pas pris les choses en main pour combattre la pandémie, ben, la Tunisie aurait pu vivre une véritable hécatombe. Le problème est que, puisque le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif, était généralement une personne inconnue, qui était choisie comme ça, pratiquement par hasard, ce sont les ministres qui tiennent certains secteurs et qui, eux, sont placés directement par les partis, surtout par NAD, qui jouait le véritable rôle de locomotive de l'action gouvernementale. Ils ne le faisaient pas pour le gouvernement, ils ne le faisaient pas pour le pays et pour l'État, ils le faisaient uniquement pour leur parti politique. On l'a vu, par exemple, avec le ministre de la Santé publique lors de la pandémie du Covid, hein, comment un ministre de la Santé qui était placé là par Nard, qui est un des chefs historiques de ce parti islamiste, faisait plus de la propagande, qui faisait presque rire les gens, parce qu'à un certain moment, alors que le pays cherchait désespérément à trouver comment dire, des médicaments pour cette pandémie. Là, on n'avait pas d'oxygène, on n'avait absolument rien. Si certains pays voisins comme l'Algérie n'avaient pas envoyé des aides, le pays aurait peut-être vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une véritable hécatombe. Eh bien, je vais vous dire, alors que le pays était vraiment dans le désespoir le plus total, il est sorti sur les médias pour dire qu'il y a apparemment un chercheur tunisien quelque part en Europe qui a trouvé ce fameux
ce fameux, comment dire, Vaccin. Vaccin. voilà, médicament à Covid. Et il s'est avéré que le monsieur était en fait un charlatan. Donc voilà ce qu'on a vécu pendant la Covid. Et c'est ce qui a préparé les gens justement à cette insurrection anti-islamiste, anti-Al-Nahda, le 25 juillet 2021, lorsque le peuple était sorti par centaines de milliers dans les rues et s'est orienté vers les locaux du parti islamiste Al-Nahda pour dire qu'on n'a plus besoin, ni envie, ni l'espoir de vivre dans ce pays avec Nahda au pouvoir. Et donc, Nahda a été chassé du pouvoir, le Parlement a été dissous par la suite, et on est passé à une constitution nouvelle, d'abord qui dépasse la dilution du pouvoir. Maintenant, on a une personne qui est responsable, c'est le président, à tort ou à raison, mais c'est lui maintenant le responsable de tout ce qui se passe dans le pays, au moins c'est clair pour les gens. Et deux, on a finalement un chef de guerre, parce que maintenant, lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, et quand je dis la corruption en Tunisie, je parle d'un phénomène qui a démantelé des pans entiers de l'économie tunisienne. On a maintenant un chef de guerre contre la corruption, contre les mafias, contre les partis politiques alliés aux mafias. Et c'est une guerre qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas cette constitution. D'accord. Donc, ma troisième question, c'est, il y a maintenant des manifestations de ce qu'on, de gens qui se proclament comme étant l'opposition au nouveau pouvoir, notamment au président Saïd. Euh, donc, outre son droit de cette opposition de s'exprimer, de s'opposer au pouvoir, beaucoup d'analystes estiment que ces partis ou ce courant ne proposent rien de nouveau sinon de revenir aux interminables processus de discussion politique que vous avez déjà évoqués, les 3 années de transition pour accoucher d'une constitution et qui finalement a mené au blocage du pays. Alors, qu'en pensez-vous? D'abord, comment vous dire, Tunis est une capitale où il y a pratiquement la plus grosse concentration de médias étrangers, surtout européens, américains, etc. Et qataris, bien sûr, avec Al Jazeera. Euh, et, euh, et depuis les années 70 et 80, on a remarqué que les Européens avaient cette tendance à tout concentrer sur les islamistes. Ils croient que lorsque l'islamiste bouge, c'est que c'est là qu'il y a le véritable épicentre de l'action politique. Et ils n'ont pas changé. C'est en train de durer depuis 30-40 ans. Et ce qu'on est en train de remarquer, c'est que, tel que par exemple ce qui s'est passé dimanche dernier, lorsque une poignée d'opposants, en fait, c'est pas des opposants, c'est des marionnettes des islamistes, qui ont toujours été là comme des serviteurs de tout pouvoir, ont essayé d'organiser une petite marche dans la localité d'El Mneh. C'est la localité très populaire dont est issu le président Kais Saied. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils étaient même pas une dizaine de personnes. Et une dizaine de personnes qui étaient accompagnées par une cinquantaine de journalistes. En fait, c'est ça le gros problème qu'on a en Tunisie. C'est cette manière comment dire, d'hypertrophier des mouvements qui sont en fait totalement insignifiants. Vous savez qu'en Tunisie, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, il y a à peu près entre 1000 et 1500 mouvements de protestation par mois dans le pays. Et il y a des mouvements de protestation qui couvrent parfois des villes entières. Zarzis, par exemple, les gens sortent par milliers, pratiquement toutes les semaines. Et on ne trouve jamais un seul journaliste européen pour pouvoir comment dire, couvrir ces événements. Par contre, il suffit qu'un islamiste, par exemple, parce que les islamistes, ils ont leur carnet d'adresses, etc., eh bien, vous êtes certain que s'il y a un islamiste qui fait une manifestation, ben, vous avez une armée de journalistes pour couvrir et surtout hypertrophier cet événement. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer. Le 14 janvier prochain, il va y avoir une manifestation
qu'on dit importante de la part de l'opposition, c'est-à-dire des islamistes. Il va y avoir des bus qui vont être mobilisés, il va y avoir de l'argent qui va couler à flot, etc., pour pouvoir un peu mettre de la pression un peu plus sur le président Kais Saied. Mais je vous assure de quelque chose, c'est que dans cette lutte qu'il y a dans le pays, il y a un absent très, très important, c'est le peuple. Le peuple est totalement désolidarisé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition et surtout des islamistes. Parce que les islamistes, entre-temps, on l'a oublié, hein, ils n'ont pas seulement mené le pays à la banqueroute, ils n'ont pas mené le pays à sa situation actuelle de crise économique et financière. Les islamistes aussi se sont remplis énormément des poches. Ça, on oublie de le dire. Et donc, tout ce peuple qui a vu les islamistes sortir des quartiers populaires, devenir des capitalistes, devenir des hommes d'affaires, etc., eh bien, il garde une véritable dent contre ces gens-là et il attend une revanche. D'ailleurs, les gens maintenant, quand ils voient Kais Saied dans la rue, parce qu'il lui arrive de faire des bains de foule, ils lui demandent qu'une seule chose et ils lui en veulent justement de ne pas avoir tenu parole sur cette question. Ils voudraient absolument qu'il y ait en Tunisie un véritable processus législatif, mais aussi au niveau de la justice, pour pouvoir euh, comment dire, presque prendre une revanche sur tous ceux qui ont amené le pays à cette situation. Parce que ceux qui étaient justement au pouvoir, ceux qui ont été les ministres de Nahda pendant la dizaine d'années et qui ont été à l'origine de cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui, eh bien, on les voit à la télé, on les voit sur les plateaux politiques aujourd'hui dans les médias. Et ils sont très bien accueillis. Pourquoi? Parce que non seulement on a un problème au niveau de notre justice en Tunisie qui peine ou qui est en train de traîner la patte pour résoudre comment dire, tous les procès qui ont attrait à la question de la corruption, mais aussi on a des médias qui sont hyper corrompus. On a des médias qui sont à la solde des mafias. Et ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Imaginez que dans ce pays où l'opposition ne représente pratiquement plus rien, je parle de l'opposition du moins du Front du Salut, eh bien, chaque jour, vous ouvrez pratiquement toutes les radios privées et vous vous rendez compte qu'ils sont tous sur tous les plateaux. On a l'impression que le pays est pratiquement à feu et à sang et cette opposition est là et elle représente la plus large partie de la population. Un peu ce qui s'est passé au Venezuela, hein, lorsque les opposants au président Maduro avaient leur propre parlement, leur propre Ouais. comment dire, ministère, leur propre gouvernement, et ils avaient même leur propre ambassade à Washington. Et qu'est-ce qu'on a remarqué par la suite? C'est que Guaido, en fait, ne représentait absolument rien. Ouais. Bien, mais avant de clore cette première partie, professeur Tabib, je voudrais vous poser la question sur le grand absent. Je crois que l'avez déjà effleuré le sujet, le grand absent de ce débat et qui est la chose économique et sociale. C'est-à-dire que on a l'impression, en suivant un peu les débats et en suivant ce que dit la presse tunisienne, que cette question-là n'est pas centrale dans l'action politique, d'un côté comme de l'autre. Et c'est quand même très, très dangereux. Déjà, c'est ça qui a ruiné la phase de transition. Et si l'on continue dans cette voie-là, ça peut mener à des lendemains pas très joyeux. Ben, je vais vous dire, euh, c'est un peu une légende urbaine, tout ça. C'est une vraie légende urbaine. Le président ne s'occupe pas de la question économique, il ne la comprend pas, c'est pas un expert, etc. Ben, c'est une vraie légende urbaine. Parce qu'on a vu ces derniers temps ce qu'étaient justement ces experts ou ces pseudo-experts économiques qui étaient au pouvoir en Tunisie. D'abord, il faut se rendre à l'évidence. Le pays est vraiment à genoux du point de vue économique et financier. La dette a fait essouffler toute l'économie tunisienne, premièrement. Deux,
Pendant toute la décennie du pouvoir d'Annala, il y a quelque chose qui est très, très important à remarquer. C'est que toute l'économie tunisienne a été vendue presque aux Qataris et aux Turcs. Là, les gens l'oublient. Pratiquement toute une grande partie de notre industrie manufacturière a été démantelée. Au profit de qui? Au profit des importations qui nous venaient de Turquie. Imaginez que ce Parlement qu'on avait en Tunisie depuis 2014 jusqu'à 2019 n'avait qu'une seule tâche, c'est de se réunir à 3 heures du matin, donc quand les gens sont au lit, hein, pour voter des lois qui permettaient aux Turcs d'importer leurs marchandises en Tunisie et ne payer pratiquement rien pour les services douaniers. C'était ça l'économie en Tunisie. Et personne n'a trouvé rien à en redire. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale, hein, a permis justement au pays de pouvoir, comment dire, profiter des largesses de cette institution financière. Et le pays ne faisait qu'emprunter de l'argent. Et au bout d'une dizaine d'années, regardez la Tunisie, où est-ce qu'elle elle en est rendue. Maintenant, la Banque mondiale refuse de nous prêter l'équivalent de 1,9 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que le pays est endetté, il est surendetté. Et donc, il est très, très difficile de sortir de manière volontariste de la situation. Ce que fait le président aujourd'hui, ben, je vais vous dire, c'est son choix. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est son choix. D'abord, il veut résoudre les questions de manière juridique sur la question. Il veut trouver des lois, il veut trouver des institutions qui permettent au pays d'abord de gérer la question de la corruption et de la récupération des biens mal acquis chez certaines personnes dans le pays. Premièrement. Deux, après ça, il va y avoir comment dire, un assainissement des finances publiques. Parce on n'a pas aussi que la mafia qui était proche des islamistes qui a profité de la situation chaotique du pays. Il y a aussi certains syndicats qui ont profité du fait qu'ils ont mis la main, après la chute de Ben Ali, sur les entreprises publiques. Et les entreprises publiques, aujourd'hui, plombent notre économie. Rien que dans la dernière loi des finances, à peu près le quart ou le cinquième plutôt des finances publiques vont aller au paiement des dettes de ces entreprises publiques qui sont devenues un véritable boulet au pied pour notre pays, pour notre économie. Et donc, il va y avoir un assainissement, ça va être très très dur, on le sait, et il va y avoir des oppositions très très importantes. Et d'ailleurs, on a commencé à le remarquer dernièrement. Tous ces gens qui parlent dans les radios, les télés, etc., qui sont dans une très large majorité détenus par des puissances financières dans le pays, sont contre la dernière loi de finances. Pourquoi? Parce que la dernière loi de finances a commencé à entreprendre une meilleure distribution, plus juste de la contribution aux finances du pays grâce à l'élargissement de l'assiette à l'assiette fiscale. des contributions. Les avocats, par exemple, qui gagnent un argent fou en Tunisie, eh bien, ils ont refusé de participer et de payer leurs taxes et leurs impôts. Les sociétés, beaucoup d'autres professions libérales, etc. Pourquoi? Ben, c'est très simple, parce que du temps des anciennes configurations gouvernementales, ils ont profité. Imaginez qu'en Tunisie, par exemple, les grandes surfaces payaient 35%, même du temps de Ben Ali, 35% de leurs bénéfices comme impôts. Et avec l'arrivée d'Annahda, parce que ce sont de grands pourvoyeurs des partis politiques, on a ramené leur participation à 15%. Vous imaginez tous ces gens qui détiennent des leviers économiques et financiers dans le pays, eh bien, ils se sont ligués contre l'action du président et font sortir justement toutes ces histoires sur le fait que le président ne comprend pas dans les questions économiques, etc. Moi, je vais vous dire, ce président n'est pas vraiment très, très doué du point de vue, comment dire, de la gestion, de la gouvernance, etc. Mais il apprend petit à petit. Et si les gens, jusqu'à maintenant, le soutiennent, dans une très large majorité de l'opinion publique, eh ben c'est pour une raison, parce qu'il n'est pas corrompu et parce que les gens savent pertinemment pourquoi on est sorti. En 2010, on est sorti contre la corruption du président Ben Ali et sa famille, et on est ressorti
le 25 juillet 2021 contre la corruption d'Anala et de ses sbires. Donc, le gros problème dans ce pays, c'est la corruption. Depuis le début de l'année 2022, beaucoup de choses ont changé sur le plan international dans le sillage de l'opération russe en Ukraine. On voit plusieurs pôles qui émergent d'un côté comme de l'autre du monde. Beaucoup de pays arabes, notamment ceux du Golfe, donc dans ce contexte, commencent à prendre leur distance par rapport au bloc occidental, à leur tête les États-Unis, et à tourner définitivement la page de leurs bras politico-armés, disons les choses comme elles sont, dans la région, à savoir le mouvement des frères musulmans. Alors, dans le contexte économique et social que vous avez évoqué tout à l'heure, et je crois que c'est le gouverneur de la Banque de Tunisie qui dit que la Tunisie risque une banqueroute grave si elle ne reçoit pas l'aide du FMI ou un prêt du FMI dont on connaît les modalités, notamment en termes de politique, parce que pour accorder ce genre de crédit. Alors, comment voyez-vous, dans ce contexte-là, l'impact des changements de la situation en Tunisie, en Libye et dans toute la région du Sahel? Et sommes-nous à la veille de changements radicaux en Libye qui pourraient avoir une grande incidence sur la situation en Tunisie, notamment avec, si les élections se font vraiment, peut-être la mise à pas de toutes les mafias qui contrôlent les différents trafics, notamment celui des hydrocarbures. J'ai des doutes très très forts quant à la volonté réelle des puissances aussi bien régionales qu'internationales euh, dans le dossier libyen. Pourquoi? Parce que d'abord, le chaos en Libye n'est pas vraiment une donnée très négative pour beaucoup de pays occidentaux. Le pétrole coule à flot. L'Allemagne profite, comme par le passé, de cette manne d'hydrocarbures qui vient de Libye. Le gaz est pompé avec avec des débits qui sont très très intéressants pour l'Europe. Donc pourquoi voulez-vous que les gens cherchent à trouver une solution pour ce pays? Deuxième chose, vous savez, il y a des recherches qui sont élaborées par les think tanks étrangers en Libye. Il y a des sondages très très sérieux qui sont menés par des agences très sérieuses et qui ont montré que s'il y a demain des élections en Libye, c'est Saïf el-Islam Gaddafi qui va être choisi. Et Saïf el-Islam Gaddafi, c'est quand même une belle revanche sur l'intervention de l'OTAN en 2011. Donc, il ne voudrait pas avoir d'élections. Et s'il va y avoir élection, ce seront des élections truquées, des élections avec comment dire, avec une loi électorale qui va éliminer un tel pour pouvoir faire la place pour un autre. Moi, je me rappelle à un certain moment, lorsqu'on avait commencé à parler des élections pour le 24 décembre 2021 en Libye, et tout le monde s'est d'accord, et même les États-Unis ont déclaré qu'il va y avoir une loi fédérale qui va sanctionner toute personne qui serait considérée comme étant un frein ou un obstacle à la tenue de ces élections-là. Eh bien, tout le monde était presque certain que ça allait être tenu. Mais quelques jours avant les élections, il y a eu un sondage qui a montré que Saïf Gaddafi, lors des élections présidentielles, allait pratiquement passer premier depuis le premier tour. Et donc, ça fait réfléchir les Américains qui avaient leur propre, comment dire, Agenda. hommes, leurs propres préférés. Hein, et ces hommes-là n'étaient même pas dans le peloton des 10 premiers, même pas des 5 premiers. Et donc, voilà, les élections en Libye, si elles se tiennent, c'est uniquement pour mettre un homme de paille à la tête du pays. Or, est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans les conditions actuelles? C'est très, très difficile. On l'a remarqué hier, par exemple, dans la réunion préparatoire du, du congrès
de concorde nationale, lorsque les représentants de Saïf el-Gaddafi ont refusé d'entrer dans la salle tant qu'il y a le drapeau dit de la monarchie. Et donc, il y a eu un débat. Après, le drapeau a été retiré. Donc, vous voyez, il y a de vrais débats de fond en Libye. Et à mon avis, les puissances régionales, y compris même des pays arabes, ne voudraient pas que la Libye revienne sur le devant de la scène et puisse trouver une solution lui permettant de sortir de l'ornière. Quel effet ça va avoir sur la Tunisie? Ben, je vais vous dire. Notre défunt professeur, Mansour Founès, disait quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il dit que la Libye est un pays riche pour un peuple pauvre. Et quoi que l'on fasse, la corruption qui n'est pas un phénomène marginal en Libye, c'est un phénomène central. C'est même un phénomène social. Fera de sorte que ce pays-là ne puisse jamais réellement sortir de sa crise actuelle. Parce que tout ce qu'on va faire dans le pays va toujours revenir dans les poches d'une minorité. Aujourd'hui, cette minorité, ce sont les chefs de milice. Demain, ce seront quelques chefs locaux qui représentent comment dire, les élites locales dans les régions. Et peut-être un autre jour, ce seront les politiciens. Parce que tant qu'on n'a pas résolu cette question de la citoyenneté en Libye et que le citoyen n'est plus une simple, comment dire, une simple composante de sa tribu, on ne pourra jamais avoir une vraie démocratie, on ne pourra jamais mettre un terme à cette incapacité de la société libyenne à passer à l'étape de la construction, de la constitution d'un État viable. Et donc, dans ce cas-là, vu tous les changements géopolitiques, et certainement la région du Maghreb et du Sahel, et voire aussi de l'Afrique subsaharienne, et certainement dans le viseur de ces puissances économiques, notamment les anciennes colonies, colonisateurs, les anciennes puissances coloniales, pardon. Et donc, la Tunisie, le Maghreb, dans tout ça. Si les pays arabes qui ont aidé à la chute de Kadhafi ne souhaitent pas que la Libye se stabilise, avec ce mouvement-là de tous les terroristes qui ont été vaincus en Syrie, en Irak, vers la région du Sahel, donc est-ce que est-ce que pour vous, c'est un tableau sombre qui est en train de se profiler devant nous? Est-ce qu'on ne risque pas de voir, par exemple, la Tunisie, à Dieu ne plaise, euh, devenir une autre porte justement pour l'importation de terroristes vers la région d'Israël? D'abord, je ne pourrais pas partager l'idée que le Maghreb constitue une entité ou une configuration politique homogène. Non, Au non, Maghreb, il y a un grand problème. je parle de la géographie. Non, non, non. Là, on est bien D'accord, d'accord. d'accord. Juste, Nous savons que les puissances colonisatrices, la France en tête, ont perdu la guerre dans le Mali. Et nous sommes en train de voir maintenant comment l'armée française et même la présence diplomatique française est chassée simultanément de tous les pays où la France jouait un rôle de premier ordre, au Mali, au Burkina, etc. On est en train de voir comment certaines situations sont en train de se retourner contre la France, par exemple au Niger. Et la France n'a jamais abandonné cette idée de faire la guerre par procuration à l'Algérie, en utilisant le nord du Mali, en utilisant le Niger, en utilisant la Libye, etc. Et donc, il y a une véritable guerre larvée maintenant entre l'Algérie et la France dans toute cette région du Sahara-Sahel, mais aussi en Libye. D'un autre côté, n'oublions pas quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de la Libye, on parle d'un pays fragmenté, avec des situations géopolitiques et géostratégiques totalement différentes. À l'est et au sud, on a une armée, c'est l'armée de Haftar. Elle tient pratiquement toute cette région-là et il y a une forme de stabilité. Mais dans l'ouest de la Libye, dans cette région de Tripolitaine, il y a un vrai problème. Les armes ne se cassent pas dans cette région.
les dernières semaines, on a vu des affrontements à l'arme lourde dans la ville de Zaouïa, qui est à quelques encablures de la frontière tunisienne. Moi, ce qui me fait peur réellement au niveau des dynamiques géopolitiques aujourd'hui, et qui concerne la Libye, concerne un peu la région de ce qu'on appelle le Maghreb central, c'est-à-dire la Tunisie et l'Algérie. Ce sont les accords qui sont en train d'être passés entre la Syrie, la Turquie et la Russie. Parce que ces accords-là vont avoir certainement un impact sur la présence turque en Tripolitaine, en Libye. N'oublions pas quelque chose, c'est que la Libye et la Turquie maintiennent en Libye une présence milicienne avec l'équivalent à peu près de 10 000 mercenaires syriens, enfin syriens, qui viennent de Syrie, on ne sait pas de quelle nationalité ils sont. Et s'il va y avoir un accord avec avec la Syrie, eh bien certainement que la Russie, qui est devenue maintenant un acteur de premier ordre en Libye, dernièrement, la Russie a nommé un envoyé spécial pour la Libye. Et donc, ça augure nouvelle, un nouveau positionnement de la Russie sur la question libyenne. Et ce qui va donner, moi, à mon avis, une coordination beaucoup plus importante entre d'un côté la Turquie et de l'autre côté la Russie sur le dossier libyen, et probablement que la Russie va demander, et la Syrie surtout va demander, le retrait des mercenaires syriens ou issus de Syrie de la région de Tripolitaine. Et ça va avoir un impact fondamental parce que la Turquie sera dans l'obligation de négocier les gouvernements futurs de la Libye. Et à mon avis, il y aura beaucoup moins de présence militaire turque sur le sol libyen et beaucoup plus d'investissement politique de la part de la Turquie, qui aurait peut-être la Russie comme allié nouveau sur la scène politique et la scène militaire et milicienne en Libye. À mon avis, il faut se préparer. Moi, je pense que l'Algérie, qui a d'excellents rapports avec la Turquie et la Russie, et avec la Syrie surtout, va être un acteur de premier ordre sur la question. La Tunisie est un peu en retrait par rapport à cette question-là, parce que la Tunisie elle a des engagements vis-à-vis de la communauté des États arabes qui voudraient, qui la Tunisie a des engagements vis-à-vis de la communauté arabe qui empêchent notre pays de jouer un rôle important dans la question libyenne et syrienne d'ailleurs, parce que il y a une volonté de la part de certains pays arabes qui pèsent dans la balance géopolitique de maintenir le statu quo actuel en Libye. On l'a vu par exemple dans les attitudes de l'Égypte, par exemple, qui était à un certain moment très en avance par rapport au débat qu'il y a entre les militaires les Libyens. Et malheureusement, par la suite, l'Égypte s'est retirée enfin, ce rôle et elle a préféré jouer sur d'autres plans ou d'autres dossiers, tels que par exemple le dossier des réconciliations entre le Conseil supérieur de l'État et le Parlement. D'accord. Je voudrais quand même qu'on aille un peu plus dans le détail, dans la situation actuelle qui a été engendrée par l'opération spéciale russe en Ukraine, avec la crise énergétique, l'inflation, les sanctions qui ont été imposées à la Russie, qui a engendré non seulement les problèmes d'accès à l'énergie, mais aussi aux matières premières stratégiques, et qui rentrent dans beaucoup d'industries de pointe. Toutes ces matières-là sont existantes en Afrique. Et c'est l'évidence elle-même que de dire que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances. Et c'est dans ce contexte que beaucoup d'experts parlent d'une éventualité presque certaine, parce que certaine, du développement du terrorisme djihadiste dans l'Afrique, en particulier dans la région qui regorge de ces ressources. Alors, quelle analyse faites-vous de ça? Et puis, comment voyez-vous justement la Tunisie, la Libye, l'Algérie dans ce contexte-là?
Mhm. Si vous superposez deux cartes, la Oui, carte des ressources naturelles en Afrique et la carte des zones de conflit ou d'insurrection armée, que ce soit djihadistes, ethniques, etc., eh ben, vous retrouvez pratiquement une concordance totale. Et je vais vous dire, concernant justement cette hypothèse qui est colportée par plusieurs analystes, comme vous dites, eh bien, moi, je ne suis pas très certain. Pourquoi? Parce que il y a des pays qui ont gagné la guerre contre le terrorisme. C'est quelque chose qui est oublié, qui est omis parfois par certains pour pouvoir nous vendre cette idée que lorsqu'il y a le terrorisme quelque part, il faudrait envoyer les armées occidentales, l'Africom, etc., pour faire la guerre contre le terrorisme. Ben, on a vu ce que les Français ont fait avec leur opération Serval, puis après avec leur opération Berkane au Mali. Ça a été un échec total. Dites-vous bien quelque chose. Lorsque les terroristes commencent à développer des actions violentes dans certaines régions par exemple en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens commencent vraiment à faire de la résistance contre ces gens-là. Mais dès qu'il y a une intervention étrangère, vous savez ce que les gens ressentent? Eh bien, ils ressentent que ces mouvements terroristes ne sont pas des mouvements à exclure. Au contraire, ils font partie, ils ont même une légitimité parce qu'ils font la guerre à la présence étrangère et colonialiste. Et là, on l'a vu, par exemple, dans le nord du Mali. Il y avait des groupes qui n'avaient strictement rien à voir avec le djihadisme. C'était des groupes qui avaient des exigences ethniques, de libération nationale, de demande d'autonomie, etc. Et lorsque la France est intervenue, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. Tous ces mouvements-là ont rejoint une alliance avec Al-Qaïda. mhm, Donc, ce qui va se passer dans les années à venir, eh bien, c'est très simple. Des pays africains vont prendre leur destin en main. On est aujourd'hui à quelques semaines de l'ouverture de la transsaharienne, de la route transsaharienne dont personne ne parle. Cette route transsaharienne, elle va partir d'Alger et de Tunis et elle va rejoindre Lagos. C'est mhm. un projet qui date des années 60 et elle va traverser des régions où il y avait le terrorisme, mais dans lesquelles tous ces pays, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, le Niger, le Mali, etc., ont fait un effort monstre pour combattre le terrorisme. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact, cette route? Eh bien, c'est très simple. Elle va permettre aux pays africains de pouvoir gérer leurs propres ressources sans avoir besoin de l'intervention directe des puissances étrangères, surtout européennes. Ces pays-là qui avaient à un certain moment spolié des régions entières aux pays africains. Le nord du Mali, le nord du Niger, toute cette région où il y avait beaucoup d'uranium, où il y a encore beaucoup d'uranium. Qu'est-ce qu'a fait la France? Eh bien, c'est très simple. Elle a mis à l'écart ces États. Et elle a mis le grappin sur ces régions. Elle a commencé à les exploiter pratiquement de manière coloniale. Aujourd'hui, tous ces pays-là se réveillent et disent quel intérêt on a à rester toujours sous la croupe de ces puissances coloniales. Donc, il est temps que l'on diversifie nos partenaires économiques. Et quand on voit aussi aujourd'hui aussi la carte de l'Afrique et qu'on voit le nombre de pays dont le premier partenaire économique, c'est la Chine, et si on utilise la couleur rouge pour désigner ces pays-là, eh bien, pratiquement tout le continent est rouge, à quelques exceptions près, malheureusement, dans la Tunisie. Donc, il va y avoir des changements. Il va y avoir une tentative de la part des pays occidentaux à replanter les activistes terroristes dans certaines régions d'Afrique, mais en même temps, les Africains aussi ont trouvé d'autres manières de faire la guerre contre les terroristes, cette fois non pas en appelant les Occidentaux à venir intervenir avec leurs drones ou avec leurs armées, mais en développant, par exemple, l'entraînement et la formation des militaires dans ces pays-là, dans ce qu'on appelle la lutte contre-insurrectionnelle. Et on l'a vu au Mali avec la présence d'experts qui viennent de pays dans la Russie. Et on est en train de nous rendre compte que, en fait, la présence étrangère dans les pays africains n'a jamais été un frein au terrorisme. Au contraire, ça a été même un stimulateur. Ouais. Une toute petite encore question, juste
Ce que vous avez décrit dans votre réponse est extrêmement important avec la question de la transsaharienne que nous avons évoquée plusieurs fois hein, dans notre site. Euh, Justement, vous schématisez quelque part exactement ce qui se passe dans tous les conflits, dans toutes les régions. C'est la lutte entre les puissances maritimes et les puissances terrestres. Le pouvoir mondial globalisé anglo-saxon est essentiellement maritime, l'autre terrestre. Est-ce que justement cette ouverture de la transsaharienne et d'autres infrastructures portuaires qui seront certainement agencées pour permettre les transferts des flux de commerce, est-ce que justement on n'augure pas d'une tentative avec avec cet épouvantail de terrorisme international djihadiste, justement une tentative de saboter cette dynamique. Ah oui, totalement. Vous savez, les Occidentaux, surtout les Anglo-Saxons, ne sont jamais sortis de leur conception et de leur paradigme qui avait été développé par le duo Mackinder-Spikeman. Pour Oui, eux, il y a le cœur du monde, oui, c'est un peu la Sibérie, la Russie centrale, etc. Et puis après, il y a le Rimland, ça veut dire la jante du monde, ou la terre de la jante. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les îles-mondes, les îles isolées telles que les États-Unis, le sud de l'Afrique, l'Australie, etc. Et pour eux, ce qu'il faut faire pour que le cœur du monde, c'est-à-dire cette Russie, cette région du continent qui est inaccessible à la domination des puissances maritimes, pour que ce cœur du monde ne puisse jouer aucun rôle et qu'il soit maintenu dans une sorte de marginalité, il faut absolument le séparer du reste du monde grâce à ce Rimland, cette jante. Eh bien, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que cette jante qui est destinée à être une région disjonctrice, ça veut dire une région où il y a une coupure entre la Russie d'une part ou la Sibérie d'une part, cette région très très importante du monde, et le reste de la planète, eh bien, ce qu'est en train de faire la Chine, la Russie aujourd'hui, à travers toutes ces routes qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui traversent l'Asie centrale, qui traversent même l'Asie du Sud, qui arrivent jusque dans les océans du Sud, l'océan Indien, etc., avec le port de Guadalajara au Pakistan, au Balochistan, avec ce rapprochement qui se fait avec l'Iran, avec même, comme vous avez dit, ce repositionnement des pays du Golfe, etc., eh bien, on est en train de voir l'écroulement historique de cette théorie du Rimland. Et la vraie bataille aujourd'hui, c'est de faire de sorte à ce que les Américains et les Anglo-Saxons ne changent pas d'acteurs dans cette guerre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, eh bien, c'est une, comment dire, c'est une, euh, comment dire, c'est une matérialisation de ce qu'avait dit un certain jour Mackinder, lorsqu'il a dit celui qui tient l'Europe centrale tient l'Europe, et celui qui tient l'Europe, il tient le Rimland, celui qui tient le Rimland tient le monde. Et donc, cette bataille de l'Ukraine, c'est une guerre qui est existentielle pour l'Europe, pour l'Occident et pour les Américains et les Anglo-Saxons. Elle est existentielle. Il faut absolument arrêter cette marche de l'Est vers l'Europe. Il faut arrêter, il faut briser cette tentative d'unification de ce qu'on appelle l'Eurasie. Et c'est une expérience qui est rééditée un peu partout à travers le monde. Regardez ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine. Ce n'est plus l'armée ukrainienne. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont parfois même des responsables militaires ukrainiens qui disent que c'est l'OTAN qui est en train de se battre de manière directe. Ce sont des mercenaires qui sont en train de se battre directement sur la scène ukrainienne. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est existentiel, comme je vous ai dit. S'ils arrivent à perdre l'Ukraine, s'ils arrivent justement à ne pas maîtriser ce corridor qui est en train d'être créé de la Russie profonde, de l'Asie profonde, jusqu'à la mer d'Azov, jusqu'à la mer Noire, eh bien, je vais vous dire, s'ils ne parviennent pas à le faire, la Chine, la Russie, ce qu'on appelle le cœur du monde, va venir jusque devant
les plages européennes et ce sera définitivement l'union de l'Eurasie. Bien sûr, cette guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réveillé d'autres guerres, d'autres batailles, d'autres champs comment dire, d'interaction entre les puissances. Et ça se passe aujourd'hui en Afrique. Regardez cette guerre qui est en train d'être menée aujourd'hui par Africom, hein, dans certains pays où elle n'est pas la bienvenue. Ce qu'elle est en train de faire au Niger, ce qu'elle est en train de faire au Mali, ce qu'elle est en train de faire en Libye. Et pourtant, jusqu'à maintenant, on est en droit de stipuler que les Américains, les Occidentaux, sont en train de perdre cette bataille. Et il y a une volonté de la part non seulement des grandes puissances telles que la Russie, la Chine, etc., de vouloir aider ces pays-là à sortir de la mainmise des pays occidentaux et des puissances occidentales, mais il y a aussi une volonté de la part de ces pays-là à vouloir disposer de leurs richesses. Ce qui est advenu après Covid dans la conscience des gens, c'est que ces Européens, ces Occidentaux, lorsqu'ils ont besoin de ressources, eh bien, ils vont les chercher directement, quitte à les enlever, hein, de la bouche de nos peuples. Et on l'a remarqué, on l'a vécu. Nous, en Tunisie, par exemple, alors que le pays souffrait, mais de manière, comment dire, inhumaine du Covid, et alors que la Tunisie avait envoyé ses meilleurs médecins en Italie pour aider les Italiens lorsqu'il y a eu cette très grave crise. Vous savez ce que les Italiens ont fait? Ils ont détourné des bateaux d'alcool qui allaient venir en Tunisie. Ils ont même envoyé des conteneurs dans lesquels il y avait des déchets dangereux de leurs hôpitaux pour les enfouir sur notre sol tunisien. Et ça, ce n'est que quelque chose de symbolique. Regardez ce qu'ils ont fait dans d'autres pays en Afrique. Et aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser l'arme alimentaire. L'arme alimentaire, ils voudraient nous faire ressentir la faim afin de nous dire, regardez ce que la guerre en Ukraine vous a coûté. Et s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, bien sûr, 3000 guillemets, hein, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, vous n'aurez eu aucun problème. Ce qui est faux, parce qu'on a toujours eu un problème au niveau alimentaire. Et ça, c'est une politique stratégique qui avait été suivie depuis les indépendances afin de faire de sorte que nos pays restent à la traîne et restent très dépendants du marché alimentaire mondial. Et une dernière question, professeur Tabib, et en partant de cet élan que vous manifestez de beaucoup de réalisme concernant votre analyse sur la situation, mais quand même entouré d'un parfum d'optimisme pour le futur. Vous n'êtes pas défaitiste, mais vous appelez surtout au combat et à la résistance. Donc, ma dernière question, comment justement ces pays, d'un point de vue géographique, le Maghreb, bien sûr, je parle d'un point de vue géographique, mais pas d'un point de vue comme entité politique, ceux du Sahel, voire les pays africains, pourraient coopérer justement pour faire face aux dangers du terrorisme, mais aussi aux défis du développement pour assurer la sécurité alimentaire, lancer l'industrie et à ce que des partenaires justement comme la Russie ou la Chine pourraient justement jouer un rôle clé dans cette coopération. Oui, alors l'une des voies royales pour pouvoir parvenir à une vraie lutte contre d'abord le terrorisme et contre la paupérisation de nos populations, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté. Et aujourd'hui, ce n'est plus un slogan, c'est pratiquement devenu l'agenda le plus important pour beaucoup de pays qui ne voudraient plus de présence étrangère sur leur terre, qui ne voudraient plus qu'il y ait des ingérences dans les affaires de nos pays. Remarquez quelque chose. La Chine, qui est un pays relativement, comment dire, très discret sur la question des relations internationales et qui a toujours respecté, comment dire, une certaine distance par rapport à la question des relations de la Tunisie avec ses partenaires classiques occidentaux. Eh ben, lors de la dernière rencontre qui a eu lieu en Arabie Saoudite entre le président Xi et le président Saïd, le président chinois a déclaré clairement
que la Chine soutenait l'effort de développement en Tunisie et qu'elle s'opposait de manière très énergique contre toutes les tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures tunisiennes. Ça, c'est, à mon avis, c'est historique comme déclaration, et ça montre que maintenant, que l'exigence de souveraineté de la part de beaucoup de pays en Afrique et dans le Maghreb, hein, n'est plus seulement un slogan. C'est devenu même un plan de travail, une feuille de route pour le pays. Comment? Ben, c'est très simple. D'abord, on doit revenir comment dire, à la coopération bilatérale entre nos pays dans la région. Il est inconcevable que pendant pratiquement 60 ans, il n'y ait pas eu l'ouverture, par exemple, de cette route transsaharienne. Il est inconcevable que pour aller au Mali, moi, Tunisien, je suis obligé de prendre un avion qui passe par Paris ou par Rabat. Il est inconcevable aujourd'hui qu'on ne connaisse pas très très bien ce qu'on peut nous exporter en tant qu'Algériens, en tant que Tunisiens, par exemple, au pays du Sahara Sahel, et qu'est-ce qu'on peut en importer, alors qu'on sait pertinemment que le marché parallèle, par exemple, le marché informel, les trafiquants, la contrebande, sont en train de faire fleurir une économie très très importante entre nos pays. Donc il y a des opportunités, il y a des possibilités de réussir une véritable coopération entre nos pays. Le plus important, c'est que ça doit se faire dans la souveraineté, dans le respect des indépendances et surtout dans le respect des besoins mutuels de nos pays. Et il y a énormément de choses qui nous rapprochent. Regardez ce que, par exemple, a été le rôle de l'Algérie dans la crise malienne. Quel est le seul pays qui est resté comme partenaire dans la résolution de la crise malienne aujourd'hui? Eh bien, seule l'Algérie. La France a été déboutée, l'Europe aussi, etc. Et seule l'Algérie est toujours un partenaire pour la résolution et pour la réconciliation et la paix dans ce pays-là. Moi, je pense qu'il faut absolument que l'on revienne à ces fondamentaux. Nous avons tous besoin d'avoir des systèmes de sécurité collectifs dans notre région. Nous avons besoin de multiplier les échanges. Nous avons besoin d'avoir une vision collective dans nos pays pour l'avenir et surtout pour les questions qui, à mon avis, vont devenir les véritables sujets des guerres et des conflits de l'avenir. L'eau, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nutrition, etc. Et trois, tout ce qui est gestion de la sécurité. Aujourd'hui, le terroriste, quand il se déplace des frontières algériennes, maliennes, nigériennes, tunisiennes et remonte vers la Libye, etc., pour lui, il n'a aucune frontière. Alors que nous, nos pays, sont encore recroquevillés sur leurs limites et sur leurs frontières. Il faut absolument qu'on change de paradigme et qu'on ait un grand projet, pas seulement pour nos pays, mais pour l'ensemble de la région. Et ce n'est que comme ça que l'on pourrait répondre à toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans nos pays, notamment de la part des anciennes puissances coloniales. Je vous remercie, Monsieur Rafa Tabib, pour cet entretien passionnant et j'espère vous recevoir dans une autre occasion. Merci beaucoup. Merci.